Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sociétal, votre émission de société sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Aujourd'hui, une interrogation certainement sur toutes les lèvres. Les hommes préfèrent-ils les femmes claires ou bien qu'est-ce qui peut bien motiver les femmes où qu'elles se trouvent à se dépigmenter ou à essayer de se refaire le visage? C'est une question que nous allons explorer pendant environ 1 heure en compagnie du docteur Stéphanie Nsamngwa, qui est dermatologue ici même à Libreville au Gabon, au centre universitaire hospitalier de Libreville. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en notre compagnie. On commencera par planter le décor en allant voir un peu les dégâts de ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest, au Sénégal précisément, le ressal, une pratique qui consiste à s'éclaircir la peau. C'est un sujet de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise tournée il y a environ 1 an. Le ressal ou la dépigmentation existe depuis de nombreuses décennies dans notre société. Les femmes le font le plus souvent pour être belles ou se sentir bien dans leur peau. Mais faut-il se laisser tenter? Que ce soit les Blancs, que ce soit les Indiens, que ce soit les Chinois, que ce soit les Arabes, tout le monde se dépigmente. Mais nous, est-ce qu'on doit se dépigmenter? Est-ce qu'on doit se dépigmenter? Nous avons un ensoleillement intense, le soleil tout le temps. Et notre mélanine là qu'on a, qui fait que la couleur de notre peau est noire, nous protège. Pourquoi aller enlever cette mélanine et exposer notre peau jusqu'à parfois à développer des cancers? Mon mari m'a poussé à faire la dépigmentation, plus connue sous le nom de khessal, en me disant que si tu ne fais pas le khessal, je vais épouser une deuxième épouse. Force de me le dire, j'ai utilisé le khessal. Et je l'ai utilisé pendant 10 ans. Malheureusement, le ressal ou dépigmentation n'est pas sans effet secondaire sur la santé et il peut surtout avoir des conséquences irréversibles. J'utilisais des gammes importées de l'extérieur qui étaient très chères et qui me revenaient très cher. Et ce que j'ai eu à utiliser pendant 10 ans. Mais à un certain moment, au niveau de la peau, j'ai senti que c'était trop mince. Pour un oui, pour un non, je me blessais. Et la cicatrisation aussi ne se passait pas vite. Les infections bactériennes, par exemple. Une femme qui se dépigmente a une peau plus fragile qu'une femme qui ne se dépigmente pas. Donc, tous les germes vont en profiter pour attaquer sa peau. C'est à cause de ça que ces femmes ont souvent des dermatophysies, ont souvent des abcès, des lectiments. Et plus grave encore, souvent elles peuvent développer ce qu'on appelle l'érysipèle, c'est-à-dire de grosses jambes douloureuses, fébriles, qui, si elles ne sont pas traitées très rapidement, peuvent aboutir à ce qu'on appelle une dermohypodermite bactérienne nécrosante, qui peut mener vers l'amputation ou bien vers le décès. Les femmes utilisent ces produits dépigmentants pour être belles. Et parfois, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'elles vont développer de l'ochronose, ce qu'on appelle en wolof le tchéré. Elles vont développer des vergetures par-ci, par-là. Elles vont développer ce que je vais appeler un aspect de peau de léopard. Pintipanta en wolof. Mais aussi, actuellement, en Afrique, il y a 7 cas de cancer de peau qui sont survenus sur cette ochronose, c'est-à-dire sur le tchéré. De plus, un nouveau produit a fait son apparition, le glutathion, détourné aujourd'hui de son objectif premier. C'est un antioxydant. C'est un antioxydant. Donc, ça permet de lutter contre les radicaux libres qui pourraient être toxiques
qui sont même, on peut dire, qui sont toxiques qui sont toxiques aux cellules. Et donc, le glucagon permet de protéger beaucoup d'organes nobles comme le rein, le foie, mais aussi donc les poumons. Et cette molécule est souvent en carence au cours de certaines maladies, dans certaines maladies pulmonaires, comme par exemple dans l'asthme. Les gens ont vu qu'il y avait un déficit de glucagon. D'autres maladies comme le VIH aussi, c'est noté. Les chercheurs ont vu que les malades qui sont atteints par l'infection à VIH ont un déficit en glucagon. Et ce glucagon aussi joue un rôle important aussi dans le ralentissement du vieillissement. Donc le glucagon est une molécule naturelle retrouvée dans l'organisme, mais aussi dans les fruits et légumes. Il est important pour les personnes qui utilisent du raisin de faire attention aux produits utilisés et aux combinaisons, mais surtout de se dire qu'il n'est pas trop tard pour tout arrêter et retrouver son teint naturel. C'est un reportage édifiant qu'on vient de regarder et avec des images fortes quand même pour ces cas d'infection, etc. Mais sur le plan social, où est-ce qu'on peut trouver les origines de la dépigmentation? Est-ce que c'est, comme le relèvent certains, un complexe lié à la colonisation? Alors, je pense qu'il faut quand même faire attention. Complexe, ce serait trop simple de dire que oui, parce qu'il y a un sentiment d'infériorité par rapport aux Blancs, les gens se dépigmentent. Il y a quand même des gens qui ont essayé de se poser la question. Et en réalité, les raisons pour lesquelles les gens se dépigmentaient il y a 100 ans sont relativement différentes des raisons pour lesquelles les gens se dépigmentaient actuellement. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il a changé la situation de la société en situation, par exemple, d'esclavage, en situation de colonialisation. Le rapport blanc-noir est extrêmement différent. En situation il y a des vassaux et des seigneurs, le rapport entre les paysans et les gens qui vivent dans les châteaux est différent. Et donc, dans un premier temps, les gens qui vivent à l'extérieur, donc les gens qui sont les paysans, les esclaves, etc., sont enfoncés du fait de leurs conditions de vie. Mais on a vu que les femmes sont parfois poussées par leur mari à se décaper. Et j'y viens, c'est-à-dire que après, lorsque on est dans un contexte où on vit dans un environnement climatisé, on a une voiture, les gens s'attendent à ce qu'on ait une certaine carnation qui ne correspond pas forcément à la réalité. Parce que les gens se disent, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi, elle est dans des conditions de vie qui font que sa peau doit prendre un aspect qui reflète sa réussite sociale. Alors même quand on n'a pas cette réussite sociale, le fait d'être plus clair, on essaie de mimer cet état de choses. On essaie de mimer le fait qu'on n'est pas exposé, qu'on a des conditions de vie relativement bonnes, qui font que, parce que en réalité, les travaux durs font leur effet sur les gens. Et moins on a de moyens, plus on est contraint à faire ce genre de choses. Et la dépigmentation artificielle fait partie des moyens qui permettent de mimer une certaine aisance sociale, premièrement. Deuxièmement, on a le sentiment que actuellement, ressembler à un groupe particulier n'est plus si bien que ça. Il y a une certaine uniformisation de l'aspect des humains en général. Parce que la dépigmentation, on croit que c'est un problème africain. Non, c'est un problème mondial. Ça existe en Asie, ça existe parmi nous, ça existe en Australie, ça existe un peu partout. Les gens essaient d'avoir l'air plus clair. Mais en fait, certains essaient d'avoir l'air plus clair, d'autres se bronzent. Il y a une sorte d'uniformisation de l'aspect des femmes où tout le monde a les cheveux raides, tout le monde a les cheveux longs, tout le monde met des faux cils. Et à chaque fois, les dégâts sont les mêmes? Non. Après, le fait est que, par exemple, chez les blanches qui font des ultraviolets en cabine pour avoir l'air plus foncé,
On sait que c'est cancérigène, mais les gens continuent. Les cabines à UV ne ferment pas. Les gens continuent à s'exposer au soleil quand c'est l'été pour avoir la peau brune. Parce que ça fait, j'ai passé mes vacances à la mer. Mais chez les Noirs, on a exactement le même phénomène avec le fait de devenir clair. Oui, mais moi j'ai une voiture climatisée, moi je travaille, moi j'ai un mari qui m'entretient, etc. Ça montre aussi une certaine aisance sociale, une certaine capacité à prendre soin de soi. Donc le teint, lorsqu'il est clair, est une forme d'indicateur de qualité de vie. Voilà. En réalité, c'est plus ça, c'est plus l'indicateur de qualité de vie, que ce soit une réalité ou pas. Puisqu'on est maintenant dans la société du buzz, où on doit paraître quelque chose, on paraît mieux quand on est clair. Mais mieux pas seulement par rapport à la beauté, par rapport au fait qu'on se dit, je vis dans des conditions qui me permettent d'avoir cet aspect-là. Et malheureusement, les gens qui se dépigmentent la peau ne se rendent pas compte que plus on le fait, plus on est addict de ça, parce que sur le plan esthétique, mais purement esthétique, se dépigmenter la peau, c'est une catastrophe. Mais alors, repartons un peu à l'histoire. Il se dit que, justement que à l'époque de l'esclavage, ceux qui avaient une peau claire étaient traités différemment que ceux qui avaient des peaux noires. Oui, alors à l'époque de l'esclavage, que se passe-t-il? Il y a des gens parmi les esclaves qui sont dans les maisons des maîtres. D'autres qui font des travaux à l'intérieur et d'autres qui le font, qui sont dans les champs de coton, qui sont dans les champs de canne à sucre, etc. Et il y a toujours eu des enfants qui sont nés de couples, d'un maître qui a abusé d'une esclave, parce qu'en général, la plupart des esclaves femmes étaient déflorées par des maîtres blancs. Et leur progéniture, c'était des enfants métis, qui ne pouvaient pas être traités comme les enfants blancs que les maîtres avaient, mais qui quand même n'étaient pas non plus traités comme des esclaves comme les autres. C'est eux qu'on utilisait pour être dans la maison, pour faire à manger, pour faire les lits, etc. Et donc ils avaient un travail moins dur. Ils étaient plus employés effectivement dans des conditions qui étaient moins arides, moins hostiles que ceux qui sont dehors. Et de toute façon, la peau claire est fragile en réalité. C'est une peau plus fragile. C'est moins intéressant pour quelqu'un qui doit rentabiliser un esclave d'en prendre un clair et de le mettre dehors. Il va le perdre rapidement. Il vaut mieux pour lui de l'utiliser dans des conditions où il ne va pas abîmer son investissement. Comme un esclave, c'est un investissement. Mettre une personne claire dehors, c'est perdre son investissement parce que, on ne le sait pas, mais les Noirs aussi ont des coups de soleil. Que la peau claire est plus fragile parce que, comme le disait le docteur Hassan Diop tout à l'heure, la mélanine protège. Protection qu'on a moins lorsqu'on est clair. Je pense que ces gens-là étaient quand même des commerçants avant tout. Ils ont bien compris que c'était plus intéressant d'utiliser les gens par rapport à leur couleur. Et cette fascination pour ce qui est clair renvoie à quoi? Ça renvoie à la supériorité du blanc sur le noir. Ça renvoie à quelle forme? Ça renvoie à des clichés. Après, ça dépend, parce qu'à l'époque où il y avait, par exemple, la ségrégation, où les gens subissaient le fait d'être noirs de manière physique, de manière morale, de manière très brutale, on comprend bien que les gens essaient d'être le plus clair possible. Et on comprend aussi bien que quelqu'un qui vit de par sa couleur dans des conditions de vie effroyables se dit que si j'étais blanc, je serais mieux. Et on comprend aussi que quelqu'un qui est blanc, qui parce qu'il est blanc est d'emblée propriétaire des autres qui sont noirs, se dit je suis mieux parce que je suis blanc. C'est quelque chose qui est relativement logique. C'est quelque chose qui est relativement logique et justement, on a eu l'occasion de voir dans le sujet diffusé sur le Sénégal qu'il y a de gros dégâts. Il y a de gros dégâts et ces dégâts, comment sont-ils rattrapables? Ça dépend de quel type de dégâts il y a. Il y a deux types de dégâts dans la dépigmentation artificielle. Il y a la dépigmentation, le fait d'être plus clair en soi et les produits utilisés en eux-mêmes. Parce que être clair, ça renvoie à une certaine fragilité par rapport au soleil, pour tout le monde.
que ce soit le fait d'être clair naturellement ou de manière artificielle, on a une fragilité par rapport au soleil et le soleil apporte ces dégâts qui sont rencontrés chez les personnes blanches. Les personnes dites blanches ont des affres du soleil par rapport au vieillissement, par rapport à l'apparition de cancer de la peau, par rapport à certains troubles au niveau de leur épiderme qui sont dus à ce que le soleil apporte comme dégâts. Après, il y a les produits utilisés. Les produits utilisés en eux-mêmes peuvent être dangereux. Les plus fréquents, par exemple les corticoïdes qui ont l'effet blanchissant le plus spectaculaire, sont des produits extrêmement dangereux de par leurs effets secondaires. Ce sont des médicaments connus, qui ont des effets connus sur des maladies, qui, lorsqu'on les utilise, même pour des maladies, ont des effets secondaires qu'on essaye de prévenir médicalement. Lorsqu'on les prend à but cosmétique, on a quand même les effets secondaires. On éclaircit, on prend du poids, on peut avoir de l'hypertension, on peut avoir du diabète, on peut avoir une insuffisance rénale. Et ces corticoïdes sont consommés comment? Alors, il y a des gens qui font des injections de corticoïdes, il y a des gens qui prennent des comprimés de corticoïdes, et on a d'autres qui les mettent sur la peau à travers des crèmes. Il y a plusieurs... Et pourtant, lorsque ces dégâts-là, justement, sont visibles, c'est clair que ces personnes-là finissent par s'exclure de la société. S'exclure, non. Elles masquent, elles mettent du maquillage, on est à l'époque du make-up, il y a 3, 4, 5 couches de produits qui sont mis, des vêtements différents. Effectivement, se dénuder devient un problème parce que les vergetures, parce que le teint tigré, les pigmentations trop foncées, trop claires, par-ci, par-là, effectivement, ça pose problème. Mais en général, les femmes se masquent. Et c'est vrai qu'à un certain âge où les effets sont tellement visibles qu'on ne peut plus rien faire, certaines se mettent effectivement en retrait parce qu'elles ont honte de ce qu'elles sont devenues. Et c'est ce qui justifie qu'il y a cette tendance, on ne sait pas à quelle proportion, pour certains hommes noirs ou africains à préférer les femmes claires ou bien à pousser les femmes à se dépigmenter. Pour ceux que j'ai rencontrés, ce que j'ai croisé, la dépigmentation, du point de vue des hommes, exactement le même problème que du point de vue des femmes. C'est lequel? C'est le principe, ma femme est claire, je m'en occupe bien, je suis un type, j'ai de l'argent, ma femme est devenue plus grosse, plus jaune, donc plus belle, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment un problème du positionnement dans la société. Et il y a une anecdote qui m'a toujours marquée. Donc on va à un congrès pour l'albinisme et il y a des femmes albinos, donc on ne peut pas faire plus clair que ça. On est au Cameroun et des hommes achètent à leurs femmes albinos des produits dépigmentants pour pouvoir dire eux aussi qu'ils ont acheté ça à leurs femmes. C'est-à-dire que maintenant, il y a l'effet de mode. Oui, moi, ma femme, elle met telle crème, elle fait telle chose. C'est cette gamme-là qui passe en ce moment. Le monsieur, il a de l'argent, il veut que sa femme soit à tendance. Et il le fait aussi, parce que les hommes aussi subissent les effets de mode, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, des fois, le fait de mettre la gamme qui passe, c'est quelque chose, tu ne peux pas te la payer, donc tu es moins riche que ceux qui peuvent se la payer. Et tu veux montrer que toi aussi, tu fais partie des gens qui peuvent. Et en Afrique centrale, le phénomène est très présent, notamment dans les deux Congos, où il semble que le teint est effectivement cet indicateur qui permet de savoir si une personne est aisée ou pas. Je ne sais pas si vous avez fait un micro-trottoir dans les bureaux, mais on vous dira que oui, mais moi j'avais ce teint-là quand j'étais stagiaire ou quand j'étais à l'école. Maintenant je travaille, je ne peux plus avoir cette couleur-là. Mais au Gabon, c'est quelque chose de... C'est courant, c'est connu. Il y a le teint de quand on travaille et le teint d'avant. Et c'est souvent quoi la différence? La différence, c'est qu'on est plus clair. Quand on travaille, on a la clim, on a la voiture, donc on n'est pas dehors en train d'être en train d'attendre des transports en commun. On n'est pas à l'école où on subit les attentes sous le soleil pour X ou Y raison. On n'a pas non plus une voiture où on peut pas... Non, on a une voiture climatisée, on a une maison climatisée. Tout le monde sait que s'éclaircir la peau, c'est pas compatible avec l'ensoleillement.
quand on peut avoir la peau claire et avoir un aspect assez correct, on sait que j'ai la clim chez moi, j'ai la voiture. Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas rare. Et les hommes le font, les femmes le font aussi. À Libreville, en tout cas, parce que je suis dermatologue, je suis quand même confrontée à ça souvent, c'est quelque chose de commun, c'est pas rare. C'est quelque chose de commun et pas rare. Pour les images que nous avons eu l'occasion de regarder tout à l'heure, il vous arrive de rencontrer de tels cas au quotidien? Des cas de personnes... brûlées par des produits décapants. Oui, alors parce que les problèmes que les produits posent sont différents en fonction de la composition des produits. Il y a des produits qui, effectivement, de manière chimique, font comme si on raclait la peau. On enlève les couches supérieures. La peau devient plus fine. Ces produits-là peuvent causer des brûlures. Il y a des produits qui dissolvent la couleur. Il y a des produits qui empêchent la couleur d'être produite. En fonction de quel type de produit on se retrouve dans des complications plus ou moins... donc les brûlures, effectivement, il y a les décapants. Il y a des produits aussi, quand on les prend, on fait des allergies. Il y a des produits qui sont irritants et puis il y a des produits... De toute façon, lorsqu'on s'éclaircit, on devient plus fragile. Et les complications les plus fréquentes de la dépigmentation artificielle, ce sont les infections. En dehors des aspects esthétiques, parce que ça laisse des plaques noires sur les pommettes, sur les oreilles, sur le cou, sur le décolleté, au niveau des articulations, il y a quand même le problème des infections. Il y aura plus de cas de gale, plus de cas de champignons, plus de cas d'infections. Et dans le service où je travaille, on ne fait pas une semaine sans hospitaliser quelqu'un qui a fait une infection grave, a failli perdre sa jambe, parce que c'est arrivé sur un terrain de dépigmentation artificielle. Les femmes se dépigmentent, elles fragilisent leur épiderme. Les infections qui auraient pu être sans gravité, chez elles deviennent gravissimes, avec des risques de perte de membres, des risques de perdre la vie. Mes collègues s'amusent souvent à dire « Ah, mais il y a encore un pied pourri qui est arrivé ». Parce que effectivement, c'est l'aspect que ça a. Un pied qui pourrit, c'est quelque chose de... Mais c'est une épidémie, hein. Une dame qui, on ne sait pas pourquoi, un matin, elle a mal au pied, elle a mal. Ce sont souvent des gens de quelles conditions? Ah non, mais là, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. C'est de toute classe sociale. J'en ai eu pratiquement une centaine l'année dernière dans mon service. Je peux dire qu'il n'y a pas de... Il y a des étudiantes, il y a des femmes qui travaillent, il y a des commerçantes, il y a des femmes qui sont dans des bureaux, on peut pas dire que... il y a des hommes aussi, beaucoup d'hommes aussi. On peut pas dire que vraiment... il n'y a même pas de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des femmes de la soixantaine, il y a des jeunes filles de 18 ans. C'est vraiment... c'est très démocratique comme pathologie. Dieu t'a créé toute noire. Pourquoi te décaper la peau? Pourquoi? Ça t'entraîne beaucoup de maladies. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, soit elles sentent mauvais, elles ont des odeurs corporelles, autrement dit, elles ont des odeurs corporelles, ou encore elles commencent à avoir, je sais pas, la peau qui tombe, en un mot. Que vous les hommes, même quand vous avez des femmes noires à la maison, vous préférez aller suivre les peaux claires? Bon, c'est pas tous les hommes. Certains hommes le font, mais pas tous les hommes. Par exemple, moi, je ne les fais pas. Moi, je préfère les naturels. Parce que les naturels, c'est ce qui est divin. C'est ce qui est durable. C'est ce qui est même beau, d'ailleurs. Vous pensez que la femme claire, elle n'est pas naturelle? Non, mais quand elle est claire naturellement, c'est bon. Mais quand il faut changer des teintures par des produits et tout ça, c'est ce qui n'est pas bon. Quand on dénature ce qui est naturel, ce n'est pas bon. Est-ce que tu peux accepter un conjoint qui se décale? Non, pas du tout. Parce que nous savons que déjà, l'utilisation de ces produits a un effet secondaire sur la dépigmentation de la peau. Donc je pense que je ne pourrais pas accepter cela. Docteur Stéphanie Ntangwa, on a vu dans ce sujet qu'il y a énormément justement d'avis partagés sur la question. Mon avis par rapport à ça, c'est que les hommes sont un peu hypocrites. Parce qu'en réalité, une femme, lorsqu'elle est laide, elle est laide. Et l'enlaidissement a plusieurs aspects. Les complications de la dépigmentation artificielle sont laides. Et donc, c'est assez dommage de se laisser berner.
Je le dis en tant que femme aussi, parce que quand on est jeune et qu'on se dépigmente, on a un aspect qui est très joli, mais qui est très transitoire. On a une jolie couleur pendant 1-2 ans, et puis pendant le reste de sa vie, on doit subir les vergetures qui ne partiront pas, les plaques noires qui auront du mal à partir, qui vont prendre presque tout notre argent. Et les hommes, quand la femme est dépigmentée depuis un certain temps, le ressentent parce qu'elle ne sent pas bon, parce qu'elle est souvent malade, parce qu'elle a des plaques par-ci. Lorsqu'elle se démaquille, elle ressemble à toute autre chose. Et ça, ils ne l'apprécient pas. Donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine, pendant les 2-3 ans où la dépigmentation artificielle sera jolie à regarder, de risquer son aspect, son esthétique, sa santé, pour plaire à des gens pendant 3 ans et après, le reste de la vie, qu'est-ce qu'on devient? Tout en sachant qu'on voit bien que vous épousez des femmes de toutes couleurs, de toutes formes, de toute taille. Donc, je crois qu'ils ne sont pas honnêtes là-dessus. Ils ne sont pas honnêtes là-dessus, mais justement, et pourtant, la tendance semble d'avoir en face de soi des personnes qui paraissent au moins propres. Et justement, là, ça mène à une question. On a des produits cosmétiques qui ne sont pas forcément des produits éclaircissants. Il y a une forme de confusion à ce niveau. Quelle différence doit-on faire entre un produit éclaircissant et un produit cosmétique? Déjà, il y a des éclaircissants qui sont des cosmétiques. La plupart des éclaircissants sont des produits cosmétiques qui sont étudiés pour donner un teint plus clair. Mais un produit cosmétique, c'est pas un éclaircissant. Un produit cosmétique, c'est un produit qui doit vous donner ou la peau plus nette, ou la peau plus douce, ou faire disparaître vos boutons, etc. Les produits cosmétiques, ce sont des produits de bien-être. Ce sont des produits qu'on utilise comme du maquillage. C'est le maquillage, le rouge à lèvres, sont des cosmétiques. Le rouge à lèvres, le fond de teint, le lait corporel, ce sont des cosmétiques. Maintenant, dans les cosmétiques, on peut prendre un lait corporel éclaircissant. Mais en tant que tel, le produit puisqu'il y a des médicaments qui sont utilisés comme éclaircissants, il y a des cosmétiques et il y a des médicaments qu'on utilise comme éclaircissants. Le cosmétique, lui, c'est juste un produit de bien-être. Un produit de bien-être qui comporte des risques ou pas lorsqu'il est utilisé? Le produit cosmétique, c'est juste quelque chose qu'on utilise pour s'embellir, pour améliorer son aspect. L'éclaircissement, c'est autre chose. Parce que je vois qu'il y a une confusion, mais si moi je prends un corticoïde qui est un médicament pour devenir clair, ce n'est pas un cosmétique que j'ai utilisé. Maintenant, qu'est-ce que les firmes pharmaceutiques font? Elles prennent le lait corporel qu'on met pour avoir la peau plus douce. Dedans, elles mettent un additif éclaircissant pour séduire la clientèle qui veut éclaircir. Mais s'éclaircir la peau, c'est pas ça le cosmétique. S'éclaircir la peau, c'est quelque chose à part, et utiliser des cosmétiques, c'est autre chose. Et comment la professionnelle que vous êtes reconnaissez, par exemple, quelqu'un qui se dépigmente? Est-ce que ça se voit à l'œil nu? Est-ce que vous avez besoin de pratiquer un examen, de palper? Comment ça se passe? De principe, la dépigmentation, c'est changer de couleur. De principe, on sait bien que on n'a pas la carnation qu'on est censé avoir. Donc, on n'a pas besoin d'examen pour savoir que quelqu'un a changé de couleur. Ça se voit. Ça se voit. Et puis, les personnes qu'on rencontre pour la première fois avec une couleur particulière ont en général quelques stigmates au niveau des jointures. Et puis, le fait par exemple, vous avez une carnation qui vous permet de supporter le soleil d'une certaine manière. Vous avez du mal à vous brûler au soleil. Mais si on voit une femme qui a une certaine carnation on ne comprend pas pourquoi elle se brûle au soleil, on se dira qu'il y a quand même eu un effet avec un produit qui lui a fait perdre sa capacité à tolérer le soleil. Et les vergetures n'ont pas le même aspect lorsqu'elles sont naturelles. Les vergetures qu'on a parce qu'on a fait un bébé, parce qu'on a la puberté, parce qu'on a perdu du poids un peu rapidement, parce qu'on a été malade, n'ont pas du tout le même aspect que les vergetures qui sont données par les corticoïdes, qui elles sont épaisses, larges, rouges, et puis il y a une couleur, il y a une odeur
On n'a pas besoin d'être professionnel pour reconnaître que... Et puis, par exemple, j'ai vu une jeune fille, il n'y a pas très longtemps, qui avait de sortes d'abcès un peu disséminés sur les jambes. Il n'y a pas de raison d'avoir ce genre de choses. Elle n'était pas très claire, hein, mais j'ai quand même été obligée de lui poser la question parce que la fragilité de sa peau, il fallait bien qu'il y ait une raison. Et en interrogeant, elle n'a pas avoué sur le coup, mais en interrogeant bien, elle avait un savon au mercure. Et c'est ce savon-là qui lui a donné une carnation un peu plus claire que ce qu'elle a l'habitude d'avoir, mais le mercure décape. Et donc elle a fragilisé sa peau comme ça. Et donc la conséquence, c'est qu'on a à la fin une peau fragile et que c'est irréversible. Pas forcément. Ça dépend à quel moment on s'y prend. Parce que la peau est quand même un tissu qui se régénère tous les 28 jours, on a une nouvelle peau. C'est quand même quelque chose qui se régénère souvent. Mais si l'agression n'est pas trop longue, on peut faire marche arrière. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens ont une carnation un peu plus foncée qu'au départ et elles l'acceptent difficilement, les personnes l'acceptent difficilement. Et puis, mais chez certaines personnes, on obtient quand même des résultats assez bons. Quand on ne vient pas trop tard, quand il n'y a pas eu trop de cicatrices, quand la peau n'est pas devenue comme du papier à cigarette, quand la peau est encore... Il y a vraiment... ça dépend du stade auquel on vient, du stade auquel on décide d'arrêter. Ça, on ne peut pas dire au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ça dépend aussi des produits qu'on a utilisés. Il y a une démarche pédagogique dans votre métier et vous arrivez d'associer, par exemple, de faire venir les époux pour expliquer... qu'il faudrait, par exemple, arrêter d'encourager son épouse ou sa compagne par rapport à telle ou telle pratique. C'est déjà arrivé? Alors, au Gabon, je n'ai pas croisé beaucoup d'époux qui étaient favorables. Pourquoi? Je pense que c'est parce que y a le problème de l'odeur. Ça sent pas bon. Et souvent... Et ce sont ces produits-là? Les époux ne sont pas très favorables à la dépigmentation parce qu'ils ont déjà subi les désagréments de la dépigmentation. C'est vrai que j'en ai croisé certains qui veulent des produits qui ne dépigmentent pas trop, etc. Mais quand même... Ils subissent ces désagréments-là hors de leur ménage? Non, c'est-à-dire que quand on a une épouse qui sent mauvais, on dort avec elle. C'est gênant. Quand on a une épouse qui se blesse tout le temps, qui a des mycoses, c'est une personne avec qui on partage une intimité. Quand on vient en consultation, on ne vient pas en consultation quand il n'y a pas de problème. En général, on vient en consultation parce qu'il y a déjà eu des complications. Donc les époux, eux, ils veulent juste qu'il n'y ait plus de complications. Mais j'avoue qu'en discussion avec des gens qui ne sont pas venus en consultation, beaucoup disent effectivement que oui, mais on veut qu'elle soit propre. Et moi, j'ai quand même... je prends souvent la peine de discuter avec les gens, mais qui vous dit que propre et clair, c'est la même chose? Propre et clair, les gens assimilent les deux aspects, mais en fait, non. Et beaucoup reconnaissent qu'il y a beaucoup de belles femmes noires qui sont très belles, qui ont un teint très net, et qui ont l'air vraiment très propres, et qui sont aussi très prisées d'ailleurs. Mais il y a une sorte de fantasme sur la femme claire qui a son origine dans la colonisation, le mythe aussi de la sirène. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et je pense que sur le plan sociétal, les sociologues devraient questionner la société là-dessus et trouver les remèdes. Comme les psychologues le font sur les maux de l'âme de l'individu, les sociologues devraient... C'est un mal de l'âme de l'individu, de la société actuelle, et pas seulement des Africaines. C'est vrai que les Africaines plus que d'autres, mais la société actuelle a un problème avec l'aspect que nous avons, l'image de soi. Dès que je fais quelque chose, je fais un selfie. À chaque fois que j'achète quelque chose, je montre au monde ce que je suis, à quoi je ressemble, etc. Les dictats de la mode sont horribles. Et ça, c'est la société humaine qu'il faut questionner plus que les hommes, je veux dire. Il y a donc cette espèce de fascination pour le beau. Voilà. Une fascination pour le beau qui se justifie. Ça se justifie effectivement parce que maintenant on se montre au monde et on ne se montre pas qu'à ses amis, on se montre à des gens lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, des inconnus nous voient de par le monde. On se montre et on veut être sur son plus beau jour
Et puis actuellement, parce qu'il faut pas vous tromper, le problème de se montrer et vouloir avoir l'air beau, il y a le pendant sur la chirurgie esthétique en Occident. Des gens qui se font charcuter, recharcuter, etc. parce que le rapport à soi a changé. Le rapport à qui je suis, comment je me définis. Les gens, il y a des problèmes, les gens n'ont plus les racines, n'ont plus leur identité. Les gens ont perdu ça dans la globalisation, la mondialisation. Les repères, je fais partie de tel groupe, de telle race. Ce n'est plus bien de vouloir être de telle communauté raciale. Il y a une sorte d'uniformisation, de métissage. Parce que le métissage, c'est ça maintenant. Et ça a ses pendants pathologiques, que ce soit pour la société et pour l'individu. Et quelle devrait être justement la démarche de la société? Parce que dans certains pays, à l'image du Ghana ou bien de la Côte d'Ivoire, le Ghana, d'abord, il est interdit officiellement de vendre des produits décapants, parce que le Ghana a pendant longtemps, on va dire, eu des populations portées sur la pratique de la dépigmentation et du défrisage de cheveux, etc., de cette beauté artificielle. Mais est-ce qu'il est véritablement possible d'arrêter, de mettre fin à ce type de pratique, ou du moins d'atténuer la pratique, quand on sait qu'il y a par la suite également pour des pays comme la Côte d'Ivoire une industrie florissante de produits cosmétiques? Alors, dans les produits cosmétiques, effectivement, les produits dépigmentants ont du mal à être retirés du marché parce que c'est une manne financière pour beaucoup de pays. C'est un commerce qui est florissant. Mais là-dessus, il faudrait montrer aux politiques le coût du point de vue de la santé. Toutes ces femmes qui se dépigmentent, qui sont à la charge de la société parce qu'il faut les soigner, parce qu'elles ne s'occupent pas de leurs enfants, le temps d'hospitalisation, les médicaments achetés, le temps où elles ne peuvent pas aller au boulot, c'est pour celles qui travaillent, etc. Il y a aussi un coût. On n'est pas sûr que ce coût-là est moindre par rapport à l'apport financier, parce que finalement, on gagne là et on perd ailleurs. Et puis, je pense aussi qu'il y a des solutions comme le mouvement NAPI, où des femmes d'Afrique décident d'être ce qu'elles sont. C'est compliqué d'avoir des cheveux crépus. C'est des cheveux qui sont difficiles à maîtriser, qui sont difficiles à peigner, qui sont difficiles à coiffer. Ça prend du temps. Ça perd de son esthétique assez rapidement lorsqu'on les a disciplinés. Il faut refaire, etc. Mais il y a le mouvement NAPI qui se met en place. Il y a dans les réseaux sociaux, il y a des pages, etc. où on explique avec des produits naturels, huile de coco, huile d'argan, etc. comment bien entretenir ses cheveux NAPI. Et dans le mouvement des cheveux NAPI, il y a aussi la couleur NAPI. C'est des femmes qui sont naturelles en africaine. Je pense que le débat actuellement, c'est d'accepter que c'est vrai, nous sommes une société métissée, mais le métissage vient du mélange du blanc et du noir. Le métissage, c'est pas gris d'emblée. C'est pas beige d'emblée, c'est un peu de blanc, un peu de noir. Donc il faut des blancs, il faut des noirs pour avoir des métisses. Et il n'y a pas une couleur qui domine dans la beauté. Il faut faire l'apologie de la beauté plus que l'apologie de la couleur. De la couleur. Et pour vous, quelle devrait être la couleur de l'africaine? Puisque nous sommes une Afrique désormais multiraciale. Si vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, etc., il y a un brassage important. Est-ce que là-bas également, ça se serait compris de la même manière? Je pense que le problème de la couleur de l'africaine, c'est ça qui crée le problème. Posez ça comme ça. Il y a une très belle image, ce sont les Jeux Olympiques, avec leurs anneaux. Les Jeux Olympiques sont des Jeux Olympiques, il y a les 5 anneaux. Pourquoi l'Africaine devrait avoir une couleur en particulier? Pourquoi les Africaines? Parce que les Africaines, on a des phénotypes, on a des aspects. Une femme d'Afrique australe, une femme d'Afrique occidentale, une femme d'Afrique de l'Est. Ça a un aspect qu'on se dit, cette dame représente l'aspect mais c'est ce brassage, parce que nous sommes un, parce que nous sommes plusieurs. Autant quand vous avez le corps d'une personne, il y a une tête, des pieds, des jambes, etc. Est-ce que vraiment vous trouverez ça logique qu'on veuille tous être du cerveau parce que le cerveau c'est bien?
Que donc le pied est du cerveau, le foie devient du cerveau. Un cerveau ne peut pas être tout seul. Pour faire un corps, il faut de tout. Pour faire une Afrique, il faut de tout. Et à l'image de ce que nous sommes, je pense que quand on voit à l'image de l'humain, le continent devrait être comme les humains. Les yeux ne se révoltent pas du fait que oui, mais moi, je suis rond, moi je voudrais aussi être droit comme une jambe. Pourquoi voulons-nous avoir tous le même aspect ? C'est insensé et c'est pour ça que ça pose des problèmes. Parce qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens. Vouloir être uniforme dans un pays qui est plus pluriel, c'est pas possible. Vouloir être uniforme, vouloir être beau, on va pas le reprocher, non? Mais la beauté n'empêche pas la diversité. On voit bien qu'il y a des femmes blanches, blondes aux yeux bleus, qui sont des canons de beauté. Et il y a des femmes blanches blondes aux yeux bleus qui sont des laiderons. Je ne vois pas pourquoi être blanche signifie être belle. Mais justement, c'est la question. Est-ce que être blanche signifie forcément être belle? Ça ne signifie pas ça. Est-ce que les hommes africains, finalement, n'ont pas définitivement un penchant pour les femmes blanches ou claires? Déjà, les hommes africains n'ont pas forcément des penchants pour les femmes blanches, parce qu'on en voit beaucoup qui font leurs études en Europe, qui, même là-bas, se mettent encore avec des femmes africaines. Et puis même quand on fait des études sur ce que le cerveau préfère, de manière générale, les gens se mettent plus avec des personnes qui leur ressemblent. Réellement, le cerveau préfère ce qui lui ressemble. Quand on prend le subconscient, quand on prend chez des enfants, les bébés, les gens préfèrent ce qui leur ressemble. Ce qui se passe, c'est qu'on éduque les gens en leur disant qu'être clair, c'est mieux. C'est ça qui crée le problème. C'est la manière dont on apprend aux gens la beauté. On apprend aux gens qu'être clair, c'est mieux, donc après, ils le croient. Mais quand on prend un cerveau vierge de toutes ces influences-là, le cerveau préfère ce qu'il connaît. Le cerveau préfère ce qu'il connaît. Et au niveau on va dire, des universités, des écoles, il y a aussi une démarche de ce point de vue-là à encourager. La démarche devrait, eu égard à ce que vous venez d'expliquer, devrait être d'encourager ou bien d'expliquer qu'un homme africain, c'est un homme qui est peut-être noir d'ébène, et qui est tout aussi beau et méritant que n'importe quel autre homme. Finalement, ça ramène un peu à ce fameux complexe. Je pense que le complexe va continuer tant qu'on va, parce que après, quand on commence à être dans le culte de la beauté, de l'esthétique, qui donne les normes? Qui dit ça c'est beau, ça ne l'est pas? Les standards de beauté en Afrique. Les standards de beauté, qui va les donner? Est-ce que vraiment vous pensez qu'une femme d'Afrique centrale, ce sont les mêmes standards de beauté qu'une femme d'Afrique de l'Ouest? Ça n'a même pas la même forme, ce ne sont pas les mêmes tons de noir, ce ne sont pas les mêmes tons de brun. Pour vous, c'est quoi nos canons de beauté, enfin les canons de beauté africains? Je crois que c'est une hérésie de chercher les canons de beauté africains. Je pense que comme les hommes noirs aiment les femmes pulpeuses, en Afrique, les femmes ont une tendance à être pulpeuses, effectivement. Les hommes noirs peuvent... Parce qu'il y a quand même des races où les femmes sont plutôt caramel, d'autres où les femmes sont plutôt ébènes. On ne peut pas donner un dictat de ce qui est ou ce qui n'est pas beau. Ce qui est beau est beau. Et c'est quelque chose qu'on doit accepter comme tel. Accepter que la couleur ne fait pas la beauté, je crois que c'est le débat. Et comme ça, on acceptera toutes les couleurs qui sont. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de couleurs. Prenez un pays comme la Mauritanie. Vous avez 4, 5, 6 coloris qui sont là. Vous n'avez pas commencé à décider qu'en Mauritanie, toutes les femmes claires ne sont pas belles, alors que ce sont parce qu'elles sont des Africaines claires. Non, on ne peut pas décider ça. Nous, on a un avantage en Afrique. On a toutes les couleurs représentées. On devrait accepter en Afrique qu'on peut être beau de toutes les couleurs qui soient. Je pense que c'est là-bas le débat. C'est de dire, en Afrique, il y a de tout, donc tout peut être beau. Et cultiver plutôt le caractère africain de la diversité. Parce que c'est beau, l'Afrique, c'est coloré, c'est multicolore. Et justement, la promotion de cette diversité-là est faite en Côte d'Ivoire. La radio-télévision ivoirienne a diffusé un extrait de la finale du concours Miss Belle et Noire.
C'est la première édition de ce concours et il permet de faire la promotion du teint noir, la promotion de la beauté africaine. Avec son numéro 14, Prissy Nyamien est la lauréate de la première édition du concours Miss Moussoko, noire et belle. Elle a séduit le jury par l'éclat de son teint noir naturel, une démarche rassurante et son visage radieux. Avec ce prix, elle empoche la somme de 500 000 francs CFA et repart avec plusieurs autres lots des sponsors. Je suis vraiment très contente, je n'y croyais pas, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai été récompensée par mon travail. Je compte sensibiliser mes jeunes sœurs afin d'arrêter de se dépigmenter et je compte mener des campagnes, sillonner les villes afin de parler des méfaits de la dépigmentation. Boni Désiré et Doumbia Mariam ont été respectivement première et deuxième dauphine, empochant ainsi 300 000 et 200 000 francs CFA. Larissa Kofi a quant à elle remporté le prix spécial de Miss Moussoko, bonne attitude. Le concours Miss Moussoko noire et belle vise à décomplexer les filles de teint noir. Longtemps, on nous a fait croire que quand tu es de teint noir, tu n'es pas belle, tu ne peux pas être mise en avant. Et à travers ce concours Miss Noire et Belle, on a envie de montrer qu'on peut être noire et belle. Ce serait bien que chacune des femmes apprenne à s'aimer, à être fière d'elle-même et de garder sa couleur. 18 candidates étaient en lice pour cette première édition de Miss Moussoko noire et belle. Abiba Dambélé, directrice des journaux de l'information, et Kadi Fadiga, rédactrice en chef de Matin Bonheur, toutes de RTI 1, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, ont été distinguées au cours de cette soirée pour être des modèles de femmes au teint noir naturel. Miss Noire et Belle, ça devrait faire des émules. J'espère. Mais justement, ça inspire quoi de voir ce type d'initiative? Il faut rappeler que dans certains pays, les filles métisses, donc le teint clair, n'ont pas le droit de se présenter au concours de Miss. Hein. Oui, parce qu'on les juge, favorisés par leur couleur. Donc, par souci d'équité, ils se disent qu'il vaut mieux que ce soit des filles qui ont toutes une couleur plus... couleur uniforme. Mais du coup, est-ce que la société, inconsciemment, ne les met pas sur un piédestal? La société les met sur un piédestal parce qu'ils partent du principe que si on est métisse, on va y arriver plus facilement que si on ne l'est pas. Mais bon, je pense que c'est une histoire d'identité. Lorsqu'on aura accepté ce que l'on est, on n'aura pas besoin de se métamorphoser en autre chose. Je pense que c'est un problème dans le 21e siècle. On est à l'ère, on ne sait pas qui on est. C'est pour ça que les gens se cherchent des identités par-ci, par-là. Et que si on avait effectivement, comme eux, ils le montrent dans ce type de concours de Miss, conscience de ce que nous sommes, de la beauté que nous pouvons refléter, il n'y aurait pas toutes ces pratiques. Miss Belle et Noire, on voit bien que c'est inspiré des autres concours Miss, mais il y a quand même plus qu'un frémissement, il y a une prise de conscience dans certains pays et cette prise de conscience mène à ce type d'initiative. Peut-être qu'il faudrait davantage creuser. Est-ce que ça ne va pas de pair avec l'aménagement dans les programmes de formation, dans les programmes scolaires, de programmes visant à attirer l'attention, à sensibiliser sur l'identité propre des Africains? Déjà, il y a beaucoup de pays qui font de la sensibilisation, enfin en tout cas au Sénégal ils le font, dans les écoles sur les complications de la dépigmentation artificielle. C'est une initiative qui est très bien parce qu'il y a des filles qui sont entraînées là-dedans très tôt par leur mère, qui elles n'ont pas eu la bonne information. Et puis je crois que les mouvements identitaires, pas des mouvements communautaires, mais des mouvements pour la promotion de l'identité, commencent à fleurir un peu partout sur le continent.
Et ça permet justement ce type d'initiatives qui sont... il y a beaucoup, mais vraiment, quand on fait un peu, on regarde un peu, il y a beaucoup de mouvements dans ce cadre-là, de dire, voilà, je suis gabonais, j'en suis fier, je suis sénégalais, j'en suis fier, et s'inscrire dans, je suis de telle origine, et je fais partie d'un tout, l'Afrique. Il y en a de plus en plus. Je pense que ce sont des initiatives comme ça qu'on devrait mettre en avant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la dépigmentation artificielle, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont conscience du fait que il faut que les choses changent, il faut que nous prenions notre destin en main, que nous acceptions d'être ce que nous sommes. Et beaucoup de gens sont déjà dans cette nouvelle optique. Et beaucoup de gens sont dans cette nouvelle optique et c'est très bien parce que récemment, on a eu dans le cadre de nos éditions d'information l'occasion de traiter un sujet qui faisait ressortir qu'au Ghana, eh bien, les femmes consommaient des gélules pour concevoir des bébés métis. Alors, c'est justement ahurissant, mais si on en arrive à ce point, c'est dire combien dans les esprits ce complexe-là est ancré. Il y a un gros travail à faire. C'est pire qu'un complexe. On ne sait plus qui on est. C'est une crise d'identité. Voilà, c'est une crise identitaire. Je pense que complexe, c'est une crise identitaire continentale. Il y a certaines voix qui s'élèvent contre ça, mais dans le continent, nous ne savons plus qui nous sommes, pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai que avec la colonisation, vous imaginez... Mais mis à part la colonisation, quelles peuvent être les autres raisons? Mais essayez quand même d'imaginer, vous êtes dans votre village. Des gens viennent, coupent votre village en deux et décident que ici c'est le Cameroun, là-bas c'est le Gabon. À côté, il y a vos cousins germains, de l'autre côté, vous n'êtes plus de la même nationalité, alors que vous étiez la même famille. C'est quelque chose qui a bouleversé nos grands-parents. Et c'est d'eux que nous tenons le matériel, la mémoire collective. Nous la tenons de ces gens-là. Après ça, on décide comme ça, bon, c'est fini, c'est l'indépendance. Mais le peuple africain a été traumatisé par des à-coups comme ça. Et puis, il y avait des systèmes de fonctionnement, de toute une démocratie, tout un type une hiérarchie qui n'est plus respectée. Mais c'est à l'échelle d'un peuple. Ça s'est fait en 100 ans. On nous a coupé nos racines en 100, 150 ans, alors que les peuples se créent pendant des milliers d'années. C'est horrible. C'est comme si on nous avait kidnappés quand on avait 5 ans, et que quand on a 18 ans, on nous demande d'être comme tous les jeunes de 18 ans. C'est pratiquement impossible. C'est toute une rééducation à faire. En tout cas, Black is beautiful. On a souvent entendu ce slogan, mais il va falloir à nouveau se l'approprier. Il n'y a pas que les Noirs qui sont belles ou bien que le noir qui est beau, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs couleurs, une diversité extraordinaire. Merci donc au docteur Stéphanie Nsamangwa, dermatologue au Centre hospitalier universitaire de Libreville au Gabon. Merci aussi à vous de m'avoir invité. Merci donc d'avoir été en compagnie de Sociétal, votre émission de société sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale.